Cela vous arrive-t-il de donner à des organismes de charité pour lutter contre la faim dans le monde, la pauvreté ou la maltraitance animale? Mais surtout, vous êtes-vous déjà demandé si votre don avait un impact? Désolé de vous décevoir, mais il est probable que la réponse soit pas vraiment. Tout simplement parce que peu de gens se posent la question de l'efficacité de leurs dons. Par exemple, imaginez, vous voulez aider les gens atteints de cécité. Première option, vous donnez à une organisation de chiens guides d'aveugles. Ça coûte plus de 20 000 euros pour former un chien. Deuxième option, vous donnez à une association qui lutte contre le trachoma. C'est une maladie qui cause la cécité, surtout dans les pays en développement. Et une opération coûte entre 20 et 50 euros et peut permettre d'améliorer la vision. Autrement dit, à partir de mêmes dons, vous allez pouvoir aider 100 voire 1000 fois plus de personnes en choisissant la deuxième option que la première. C'est ça la notion d'efficacité. C'est le nombre de personnes que vous allez pouvoir impacter positivement pour une même contribution financière de départ. Autre exemple, imaginez vous voulez lutter contre la souffrance animale. Le plus efficace serait de donner à des associations comme L214 ou le New Woods Institute qui luttent contre l'élevage intensif qui fait souffrir des dizaines, des centaines de millions d'animaux chaque année. Mais peut-être avez-vous plutôt pensé à 30 millions d'amis, qui certes fait un travail remarquable, mais qui est plutôt focalisé sur les animaux de compagnie. Or, ce sont les animaux d'élevage qui souffrent le plus et en plus grand nombre. Bref, pourquoi sommes-nous si réticents à donner de façon efficace? Alors que si on avait le choix entre sauver une personne ou en sauver 100, on choisirait d'en sauver 100. Pour le comprendre, on va se plonger dans un article de psychologie qui décrypte ces biais et ces motivations qui nous empêchent d'être des altruistes efficaces. Et vous allez voir qu'il y a des choses à en retirer. Alors commençons sans tarder. Voici l'article en question. Il s'intitule The Psychology of Ineffective Altruism, la psychologie de l'altruisme inefficace, écrit par Caviola, Schubert et Green. Il va se décomposer en deux parties. Une partie qui va traiter des obstacles motivationnels à l'efficacité, et une autre partie sur les obstacles épistémiques à l'efficacité. Épistémique, c'est ce qui est lié aux croyances. D'abord, en termes d'obstacles motivationnels, il y a ce que les auteurs appellent la subjectivité du don, the subjectivity of giving. Donc là, j'ai surligné en violet les notions, les principales notions de l'article. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On conçoit le don comme un choix personnel. On donne si on veut, à qui on veut. Mais il n'y a pas d'obligation derrière. Donner, c'est surérogatoire. Surérogatoire, ça signifie que c'est bien si on donne. Mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'injonction morale à le faire. Alors ça, c'est une idée assez confortable, mais on peut la mettre en doute philosophiquement. Imaginez, vous êtes à côté d'un lac, il y a un enfant qui se noie, vous savez nager, vous pouvez l'aider. Est-ce que vous devez l'aider? La plupart des gens répondront oui, il faut l'aider, il y a une obligation à le faire. Si on ne le fait pas, c'est une faute morale, c'est une non-assistance à personne en danger. Et quelqu'un qui n'est pas intervenu, qui est resté comme ça sur le bord tranquillement parce qu'il ne voulait pas se mouiller, on lui dira tu as fait une faute morale. Donc vous voyez que ça peut se discuter. Et imaginez si ce n'est pas un enfant, mais si ce sont deux enfants qui se noient, et que vous n'en sauvez qu'un seul des deux. Là, on va sûrement vous dire la même chose. Pourquoi t'es intervenu pour en sauver un et pas le deuxième? Alors oui, c'est bien, t'en as sauvé un, mais t'as quand même commis une faute parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et là, vous voyez que ça montre que l'efficacité, le fait d'en sauver deux plutôt que un, 10 plutôt que un, c'est aussi quelque chose d'obligatoire. C'est pas juste un plus, c'est pas juste un bonus. Alors, vous allez peut-être me dire que là, cet exemple, il est très différent parce que l'enfant, il est près de nous. Alors, c'est très différent de sauver un enfant qui meurt de faim dans un autre pays, mais de façon indirecte en lui donnant de l'argent. Alors, c'est vrai que c'est assez différent, mais il y a pas mal d'auteurs qui disent que la différence n'est pas si pertinente. Le fait d'être éloigné spatialement, est-ce que ça change l'importance morale de la chose? Le fait d'avoir eu un impact indirect plutôt que direct, est-ce que ça change l'importance? Et bon, il y a pas mal de discussions derrière. Je vous disais au début que on a tendance à donner peu d'importance à l'efficacité, et c'est en effet ce que montre cette étude. Dans une étude de 3000 donneurs américains, 9% seulement disaient qu'ils donnaient sur la base de preuves d'efficacité. Donc vraiment, quand je vous dis qu'on donne peu d'importance à l'efficacité, c'est qu'on en donne très très peu. Une façon que les auteurs invoquent pour que les gens se sentent plus responsables et qu'ils donnent plus d'importance à l'efficacité, c'est de leur faire croire
qu'ils sont les seuls à pouvoir agir. Parce qu'il y a aussi, quand je vous parlais du cas des enfants qui se noient dans un lac, ben, vous étiez la seule personne à côté du lac. Donc toute la responsabilité incombait à vous. Alors que lorsqu'on donne, on a l'impression que responsabilité, elle est un peu distillée envers tout le monde. Tout le monde pourrait donner un peu, nous on a un impact, donc c'est quelque chose d'un peu plus dilué. Alors que si on dit votre don a tel pouvoir, vous pouvez par ce don avoir tel et tel impact, eh bien les gens vont se sentir beaucoup plus obligés à donner beaucoup et même à donner de façon efficace. Un deuxième obstacle au motivationnel à l'efficacité, c'est ce que les auteurs appellent la motivation affective restreinte. Donc, ce qui nous motive à donner, c'est des émotions comme la satisfaction de donner ou l'empathie qu'on éprouve pour les victimes. Mais l'efficacité, ça ne nous suscite pas vraiment d'émotions particulières. Donc, ça ne motive pas particulièrement à donner. Ensuite, il y a ce que les auteurs appellent la personal connection, la connexion personnelle. Plus on est personnellement connecté au problème et plus on va donner. Une conséquence de ça, c'est que en Occident, on donne plus aux associations, aux organisations qui veulent lutter contre le cancer qu'à celles qui veulent lutter contre la malaria. Parce que le cancer, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les pays développés, alors que la malaria, ouais, c'est quelque chose d'un peu distant. Alors que pourtant, si on parle d'efficacité, une même quantité d'argent qui va dans des organismes qui luttent contre la malaria aura plus d'effet qu'une même quantité d'argent pour soigner le cancer. Parce que soigner le cancer, c'est beaucoup de temps de développement, il y a beaucoup de cancers différents, ce sera énormément de temps de recherche. Alors que si cet argent avait été mis pour vacciner des gens et éviter qu'ils attrapent le paludisme, eh ben, on aurait pu sauver beaucoup plus de vies. Une autre conséquence à ça, c'est qu'on a tendance à donner beaucoup plus pour aider les animaux de compagnie, comme les chats ou les chiens, que pour aider les animaux d'élevage, alors que les animaux d'élevage, c'est eux qui souffrent le plus. Vient ensuite le narrow moral cycle, c'est-à-dire la distance. Ça, c'est aussi un biais à l'efficacité parce que souvent, les dons les plus efficaces, c'est ceux qui aident des individus distants, distants biologiquement, spatialement ou temporellement. Typiquement, c'est souvent dans des pays à l'étranger qu'il y aura plus de guerres, plus de pauvreté, plus de famine, plus de maladies. Et donc, donner à des associations qui vont agir à l'étranger, dans des pays pauvres, sera plus d'impact que d'agir en France, typiquement. Or, on a tendance à être un peu localiste, à vouloir donner, avoir de l'impact dans notre propre région, dans notre propre pays. Il y a évidemment la distance biologique. On donne plus aux humains qu'aux autres animaux, même si les animaux sont aussi plus nombreux à souffrir. Il y a des milliards d'animaux qui souffrent dans les élevages intensifs. C'est absolument gigantesque. Mais c'est pas des humains, donc on donne moins d'importance. Et il y a aussi la distance temporelle. Les générations futures, peut-être qu'elles souffriront beaucoup des changements climatiques, mais comme c'est futur, ça, c'est un peu éloigné à notre esprit, et donc on accorde moins d'importance à ça. Alors qu'on préfère sauver des gens maintenant près de nous. Donc ça, c'est encore un obstacle à l'efficacité. Un obstacle peut-être le plus fondamental de tous, c'est le scope neglect, c'est la négligence de l'étendue. Ce qui se passe, c'est que l'importance qu'on donne à résoudre un problème n'est pas proportionnelle au nombre d'individus affectés par ce problème. Si on représentait l'un par rapport à l'autre, donc ici, à la verticale, ce serait l'importance qu'on donne à résoudre le problème, c'est la motivation à donner. Et à l'horizontale, c'est le nombre d'individus affectés par ce problème, bah, ça créerait une courbe un peu comme ça. Une courbe qui augmenterait au début, puis qui commencerait à s'aplatir. Sauver un individu, c'est bien. Sauver deux, c'est un peu mieux. Trois, c'est un peu mieux. 10, c'est un peu mieux. 100, c'est un peu mieux. Mais vous voyez, à la fin, la différence n'est plus si grande. Alors ça, c'est quand même complètement bizarre. Ça voudrait dire que la centième personne sauvée aurait moins d'importance que la première, ce qui est assez absurde. Mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est une courbe de rendement décroissant, quelque chose c'est un phénomène psychologique qui est assez général. Et la conséquence de ça, c'est qu'on donne peu d'importance au nombre. Pour nous,
1000 individus qui meurent de faim, c'est pas si différent de 1 million d'individus qui meurent de faim. Alors que pourtant la différence, elle est gigantesque. Quand on parle de nombre, c'est pas juste une statistique abstraite. Il y a une réalité derrière. Il y a vraiment des individus qui souffrent derrière ces nombres. Et pareil, quand on parle de 1 milliard d'animaux qui souffrent dans les élevages, c'est complètement à une autre échelle de 10 000 animaux qui sont abandonnés sur la route. Alors, 10 000 animaux abandonnés sur la route, c'est très important, il faut résoudre ce problème. Mais l'élevage intensif, c'est un problème à une autre échelle complètement. Mais si on donne pas d'importance au nombre, eh ben, vous devinez bien qu'on va pas donner beaucoup d'importance à l'efficacité d'une action. Parce que le nombre, l'étendue, c'est un aspect clé de l'efficacité. En fait, il y a trois aspects dans l'efficacité qui sont le nombre d'individus affectés, le caractère négligé de problèmes. Plus un problème est négligé et plus il y a de potentiel à le résoudre. S'il y a déjà 50 000 personnes qui se focalisent sur un problème, ben, notre action aura moins d'importance, elle sera un peu diluée. Et il y a un troisième aspect qui est la résolubilité du problème. Si un problème est négligé, qu'il y a énormément et qu'il y a énormément d'individus affectés, il sera très important. Mais si on n'a aucune raison, aucune possibilité de le résoudre, bah, ce sera pas énorme. Donc vraiment, il y a ces trois aspects qui font l'efficacité de problème. Et si l'un de ces trois aspects va un peu à l'encontre de notre psychologie, eh bien forcément, on va donner peu d'importance à l'efficacité. Et c'est quand même assez pervers, c'est-à-dire que si on montre la photo d'une personne qui souffre, eh ben ça va susciter beaucoup d'empathie et les gens vont vouloir donner. Et si on a cette même photo et qu'on met des statistiques à côté, eh ben le simple fait de présenter ces statistiques, ça va diminuer notre proportion à aider. Donc ça, c'est ce qu'ont trouvé certaines études et c'est quand même assez pervers. Un autre élément clé, un autre obstacle clé, c'est l'aversion au fait de prioriser. Parce que lorsqu'on veut être efficace, forcément, il faut prioriser. Il y a certaines organisations qui sont moins efficaces que d'autres. Il faudra plutôt donner à celles qui sont les plus efficaces. Et ça, on n'aime pas trop, parce que ça voudrait dire que bah, qu'on délaisserait certaines victimes au profit d'autres, et ça, les gens n'aiment pas trop. Et enfin, il y a le caractère réputationnel. En fait, il n'y a pas de bénéfice réputationnel à être efficace. On a un bénéfice à paraître empathique, à avoir la main sur le cœur, mais les gens qui privilégient l'efficacité ne sont pas tellement mieux vus, voire ils peuvent être moins bien vus. Donc ça, c'est une étude qui montrait que les gens dont les dons étaient basés sur de la délibération rationnelle plutôt que sur l'empathie étaient vus moins positivement. Ouais, on les voit un peu comme des machines sans cœur. Donc là, ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'était les obstacles motivationnels à l'efficacité. Et maintenant, nous allons voir les obstacles épistémiques, c'est-à-dire liés à ce que pensent les gens et qui peut parfois être faux. Il y a d'abord le overhead myth. Donc le overhead, ce sont tous les frais généraux, les coûts administratifs de l'association, les coûts pour maintenir la structure. Et il y a cette croyance selon laquelle plus les coûts administratifs sont élevés et moins l'association sera efficace parce que moins d'argent ira aux actions concrètes. Or, en réalité, les deux sont pas très corrélés. Et parfois même, d'avoir des coûts administratifs élevés permet à l'association de mieux durer dans le temps. Faut pas trop se donner beaucoup d'importance à ça. Il y a ensuite le scepticisme quant au fait qu'on puisse quantifier l'efficacité et surtout comparer l'efficacité de plusieurs organisations. Alors ça, c'est un vrai problème. Lorsqu'on parle d'organisations qui traitent d'un même problème, d'un même sujet, par exemple deux organisations qui travaillent sur les gens aveugles, ben on peut relativement bien quantifier, comparer leur efficacité parce que on pourrait utiliser une même mesure. Combien de gens vous allez pouvoir aider? Donc ça, c'est ce que je faisais quand je vous parlais des chiens guides d'aveugles versus les organisations qui parlent plutôt du trachoma, qui est une maladie qui cause la cécité. Mais si les problèmes sont différents, c'est plus complexe. Imaginons comparer les organisations qui luttent contre le cancer contre celles qui luttent contre le paludisme. Comment on fait pour les comparer? Une métrique qui a été introduite, c'est les QALY. C'est les Quality Adjusted Life Years. C'est
en gros, le nombre d'années d'espérance de vie en bonne santé qu'on gagne. Donc l'idée, c'est que si une personne était vouée à mourir à 20 ans et que grâce à notre aide, elle pourra vivre jusqu'à 60 ans en étant relativement en bonne santé, eh bien, on gagnera 40 années d'espérance de vie en bonne santé. Ou pareil, si la personne était vouée à mourir à 60 ans, mais au terme d'une vie relativement pénible, et qu'à la place, on lui permet de vivre une vie relativement agréable pendant une quarantaine d'années, eh ben, on gagnera aussi 40 années d'espérance de vie en bonne santé. Et ça permet de dire à combien, quelle quantité de bien-être, si on peut dire, on gagnera en traitant tel ou tel problème. Donc ça permet de quantifier relativement bien au moins les organisations qui traitent de maladies différentes. Après, une association qui agirait pour imposer un changement structurel ou politique, comment est-ce qu'on peut quantifier son efficacité? C'est très compliqué parce que, par définition, les changements culturels ou politiques, ils sont très multiples, ils sont aussi très incertains. Et un autre problème peut-être plus fondamental, c'est lorsqu'il faut comparer des associations qui agissent envers des espèces différentes. Est-ce que un cochon qui souffre pendant un an, il subit la même souffrance qu'un humain qui souffre pendant un an? Est-ce que si on coupe la patte à un cochon, ce sera aussi douloureux pour lui que si on coupait le pied à un humain? Est-ce que certaines espèces ressentent les émotions moins intensément que d'autres ou plus? Bah, ça, c'est une question relativement complexe. Il y en a qui pensent que non, tout le monde ressent à peu près à la même amplitude. Il y en a qui pensent que plus il y a de neurones et plus il y a de potentiel pour souffrir, mais il y en a qui le contestent. Donc ça, c'est quand même assez difficile. Donc l'idée, c'est que c'est vrai que tout n'est pas aussi facilement quantifiable, que ce soit d'un point de vue théorique ou pratique, mais c'est pas une raison pour dire que c'est jamais possible. Et surtout, il faut se souvenir que quand on dit qu'on quantifie, c'est pas qu'on réduit la réalité à un nombre, c'est juste qu'on représente une partie de la réalité à travers ce nombre. Vient ensuite le problème de annumeracy. En gros, ce qu'ils disent les auteurs, c'est qu'on est des brels en mathématiques et qu'on ne sait pas manier certains concepts. Et notamment, il y a le concept de expected value, c'est-à-dire l'espérance. Ça, c'est absolument fondamental lorsqu'on fait face à des incertitudes. Est-ce qu'il vaut mieux être sûr à 100% de sauver une personne ou être sûr à 10% de sauver 100 personnes? Avoir une chance sur 10 de sauver 100 personnes. Eh ben, il vaut mieux choisir le second choix, la seconde option, parce que dans ce cas, en moyenne, tout se passe comme si on sauvait 10 personnes. L'espérance du gain sera de sauver 10 personnes dans le second cas. Or, on a tendance plutôt à privilégier les sauvetages relativement sûrs plutôt que ceux qui sont plus risqués mais dont le potentiel bénéfice serait plus grand. Un autre problème récurrent, c'est qu'on a tendance à penser en termes de proportion plutôt qu'en termes de nombre. Or, ce qui importe au final, c'est bien le nombre d'individus sauvés, c'est le nombre d'individus dont on améliore la situation. Mais au lieu de raisonner en nombre, on raisonne plutôt en termes de proportion. C'est-à-dire que, imaginez deux maladies. Une maladie qui fait mourir 1 million de personnes chaque année, et vous trouvez un nouveau vaccin qui va permettre d'en sauver peut-être 10 000. Voilà. Imaginez une autre maladie qui tue 5 000 personnes chaque année, et vous trouvez un traitement pour soigner ces 5 000 personnes, donc pour toutes les soigner. Dans le premier cas, vous sauverez plus d'individus que dans le second cas. Mais dans le second cas, vous allez tous les sauver. Et en réalité, quand on fait ce genre de dilemme, les gens ont tendance à privilégier le second cas, c'est-à-dire à préférer le deuxième, parce que ils pensent en termes de j'aurais sauvé 100% de personnes, alors que dans le premier, on se dira ah non, j'ai sauvé qu'1% des gens, c'est absolument ridicule. Or non, il faut raisonner en termes de proportion, en termes de nombre plutôt qu'en termes de proportion. Sinon, tous les problèmes à très très large échelle seront absolument négligés, ou plutôt ils seront démotivants. On se dira non, notre impact sera trop faible, je vais pas donner là-dedans, je préfère me focaliser sur un tout petit problème et le résoudre entièrement. C'est pas la bonne façon de faire. Un autre problème, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la variance de l'efficacité entre associations. On a tendance à penser que toutes les associations sont à peu près équivalentes en termes d'efficacité. Certaines seront peut-être 2 fois meilleures que d'autres, mais pas tant que ça. Or, la différence, elle n'est pas d'un facteur 2, elle peut être d'un facteur 100.
Ça, c'est ce que montre ce graphique. Donc là, sont plein d'organisations qui se focalisent sur la santé humaine. Et en vertical, vous avez l'efficacité de chacune d'entre elles. Donc plus la barre bleue est élevée et plus l'efficacité est grande. Donc l'efficacité, ce sera le nombre d'années en bonne santé sauvées sur le coût que ça a généré. Et ce que vous observez, c'est que certaines associations, certaines organisations sont très très efficaces, et puis une grande partie d'entre elles le sont très très peu. Et la différence entre les plus efficaces et les moins efficaces, c'est pas d'un facteur 2, là c'est au moins d'un facteur 100. Ce qui signifie que donner 1 € à celle à droite aura peut-être plus d'effet que donner 100 €, peut-être même 1000 € à celle à gauche. 1000 €, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, il ne faut pas sous-estimer cette variabilité. Et enfin, problème relativement basique, c'est que les associations très efficaces sont pas forcément très bien connues. Et ça, je vous invite à regarder le site GiveWell qui répertorie les associations qui ont le plus de potentiel d'améliorer la situation dans le monde. Et puis, je vous invite aussi à voir Animal Charity Evaluator. C'est un site qui regroupe les associations animalistes qui sont très très efficaces, qui vont parler de problèmes relativement négligés, par exemple la pêche, la souffrance des crevettes. On en parle très peu, mais il y a énormément, il y a des milliards, même des milliers de milliards de crevettes qui meurent chaque année sur les chalutiers, qui sont pêchées ou bien qui sont élevées dans des élevages intensifs. Et ça, très peu de gens y font attention. Donc le potentiel d'amélioration est gigantesque. Il y a aussi Wild Animal Initiative, c'est une association, une organisation qui s'intéresse à la souffrance des animaux sauvages, un terme dont j'ai pas mal discuté sur cette chaîne, et qui est aussi très négligé. Et pourtant, les animaux sauvages, c'est un nombre astronomique d'individus. Bref, j'espère vous avoir abreuvé de quelques connaissances et j'espère que vous comprendrez pourquoi nous sommes si peu enclins à être efficaces lorsque nous donnons. Mais j'aimerais qu'on se pose la question, pourquoi sommes-nous altruistes? Peut-être en partie pour nous-mêmes, peut-être en partie pour la symbolique, pour la beauté du geste. Mais je pense que si on est altruiste, c'est avant tout pour ceux qui en bénéficient. Et être efficace, c'est augmenter cet altruisme. C'est faire qu'un minimum d'individus vivent dans une situation désagréable. Si nous étions à la place de cette personne qui agonisera dans sa maladie et qui mourra à 20 ans, si nous étions à la place de ce cochon qui vivra toute sa vie dans un élevage intensif, misérable, et qui finira la gorge tranchée, et peut-être que ce cochon aurait pu le sauver en étant plus efficace, ben on comprendrait que l'efficacité, c'est pas une vague notion d'entreprise. L'efficacité, pour eux, c'est quelque chose de vital. Sur ce, je vous dis à bientôt, de nouvelles vidéos arrivent.